Imaginons un instant le scénario suivant. C'est une simple expérience de pensée, mais elle pose vraiment les bases de notre exploration d'aujourd'hui. Une expérience de pensée assez radicale d'ailleurs. Totalement. Alors voilà. Le grand philosophe de l'Antiquité, Lao Tse, la figure fondatrice du taoïsme, se réveille soudainement en plein cœur de l'année 2026. D'accord, donc on le sort de la Chine ancienne. Exactement. Il n'est plus du tout dans ce rythme dicté par les saisons, il est projeté directement à l'intérieur de ce que nos sources décrivent comme la matrice. La fameuse matrice. Et cette matrice moderne, attention, c'est pas de la science-fiction, c'est le quotidien de n'importe qui aujourd'hui. C'est un déluge incessant de notifications, des algorithmes d'IA qui anticipent le moindre désir, des informations de dernière minute qui tombent toutes les 10 minutes. Sans oublier la culture de la productivité poussée à son paroxysme. Bah oui, la comparaison sociale permanente et bien sûr le fameux défilement infini sur les écrans, le scroll infini quoi. Et la question qui se pose face à ce scénario, c'est de savoir si ce sage paniquerait. C'est la réaction la plus logique qu'on pourrait attendre, oui. Est-ce qu'il chercherait à supprimer tous ses comptes pour fuir dans les bois et disparaître éternellement? Eh bien, d'après le guide qu'on analyse aujourd'hui, qui s'intitule le Tao numérique, la réponse est un non catégorique. Il ne fuirait pas. Pas du tout. Il sourirait et il naviguerait à travers tout ce bruit avec une fluidité déconcertante. Bon, décortiquons ça. L'objectif de cette plongée approfondie, c'est de comprendre comment cette sagesse millénaire est devenue l'antidote le plus efficace contre l'anxiété et la surstimulation de notre époque. C'est un point de départ fascinant parce que pour comprendre cette fluidité, il faut d'abord redéfinir ce qu'est véritablement cette matrice. Parce que c'est pas juste les téléphones, on est d'accord. Exactement. On a souvent tendance à réduire ce concept à la technologie elle-même, tu vois, les serveurs, le code, les applications. Mais le texte précise bien que le piège ne réside pas dans l'outil. C'est beaucoup plus insidieux que ça. Totalement. La matrice, dans ce contexte précis, c'est la pression psychologique constante et invisible de devoir toujours être plus. C'est l'urgence perpétuelle, l'optimisation implacable de chaque seconde. Le fait de ne jamais pouvoir s'arrêter. Voilà. Et le Tao Te Ching, le texte fondamental écrit par Lao Tse, offre un contraste saisissant avec notre époque. On y trouve cette citation magnifique « La nature ne se presse pas et pourtant tout est accompli ». J'adore cette phrase. La nature ne se presse pas. Face à la précipitation de 2026, cette idée introduit le concept central de la résistance. Et la source propose d'ailleurs une formule mathématique très pertinente pour diagnostiquer le mal moderne. L'équation du stress ? C'est ça. Le stress moderne est égal à la réalité multipliée par la résistance. Mais c'est une inversion totale de notre façon habituelle d'appréhender le stress. Si le stress équivaut à la réalité multipliée par la résistance, ça signifie mathématiquement que si la résistance tombe à zéro, la souffrance liée au stress s'effondre également. Même face à une réalité complexe ou difficile. Exactement. Ça suggère que la souffrance ne vient pas nécessairement des événements extérieurs, genre la présence des algorithmes ou les exigences du monde hyperconnecté. Non, ça vient du refus ténace d'accepter cette réalité telle qu'elle est, à un instant donné. C'est fou quand on y pense, Lao Tse n'épuiserait donc pas son énergie à combattre le système. Il arrêterait simplement de lutter contre la réalité. Et ça nous amène directement à un principe taoïste fondamental abordé dans les textes, le Wu Wei. Le fameux non-agir. Oui, on traduit souvent ça par l'action sans effort, mais la source insiste bien sur le fait que c'est ni de la paresse, ni de la passivité résignée. C'est plutôt de l'action alignée, le fait d'agir avec le courant plutôt que contre lui. Ce qui est fascinant ici, c'est que si l'on observe la société actuelle à travers le prisme du Wu-Wei, on remarque que notre mode de fonctionnement par défaut, c'est l'exact opposé. Ah oui, on a l'opposé total. Aujourd'hui, la norme, c'est de forcer. On apprend aux gens à forcer le succès, à forcer l'attention, à forcer la productivité. À forcer la construction d'une identité en ligne aussi. Carrément. Et paradoxalement, on essaye même de forcer le bonheur. Or, ce forçage chronique, il a un coût biologique que la neurobiologie moderne documente très très bien. On parle du système nerveux là. Oui. Maintenir cet état de tension active continuellement, le système nerveux sympathique, le fameux mode combat ou fuite. Le fight or flight. Exactement. Et ça se traduit par une libération continue de cortisol, une tension musculaire résiduelle et un bruit mental qui s'arrête jamais. C'est épuisant. Et les ingénieurs de la matrice numérique utilisent d'ailleurs ces boucles de dopamine et d'alerte pour capter l'attention. Ce qui rend l'approche taoïste non seulement philosophique, mais biologiquement vitale. Quand on y réfléchit, ça explique complètement cet état d'épuisement latent qu'on ressent presque tous.
Si Lao Tse se retrouvait au milieu de tous ces stimuli, sa première réaction, ce serait pas de traiter ses messages plus rapidement pour vider sa boîte de réception. Sûrement pas, non. Le guide indique qu'il commencerait par se réguler physiologiquement. Il ralentirait volontairement sa respiration. Il irait marcher dehors sans écouteurs pour échapper aux stimuli artificiels. Il imposerait une vraie pause avant de réagir. Parce que la clarté mentale ne peut émerger que lorsque le système nerveux est apaisé. Voilà. Le Wu Wei, vu sous cet angle, c'est pas juste une idée poétique, c'est une véritable intelligence neurologique. Mais il y a un aspect conceptuel qui semble entrer en collision directe avec cette intelligence. Lequel? La mécanique même de nos environnements numériques. Les algorithmes sont spécifiquement conçus pour pousser vers les extrêmes, non? Absolument. Les algorithmes qui régissent le flux d'informations ont une architecture mathématique qui récompense l'intensité. L'indignation, la peur ou le drame se propagent infiniment plus vite que la nuance ou la profondeur. C'est clair, on le voit tous les jours. C'est un environnement qui valorise le bruit et la friction. Le Tao, en revanche, opère dans le silence et la fluidité. Et c'est là que la métaphore favorite de Lao Tse devient vraiment cruciale. L'eau. L'eau, oui. L'eau ne se dispute jamais avec un obstacle. Elle ne rivalise pas, elle ne se précipite pas. Elle contourne la roche, elle s'infiltre dans les failles et avec le temps, sa persistance tranquille finit par sculpter les montagnes les plus dures. Le contraste avec les exigences sociales modernes, il est juste frappant. La société actuelle demande d'être du feu. Pour exister numériquement ou socialement, il semble qu'il faille être bruyant, hyper visible, explosif dans ses réactions. Être constamment en combustion, oui. Et face à cette injonction d'être du feu, le Tao murmure un conseil totalement à contre-courant, choisir d'être de l'eau. S'adapter sans perdre son essence, rester doux à l'extérieur mais inébranlable à l'intérieur. C'est une très belle métaphore poétique, mais qui trouve un écho super direct dans la psychologie clinique contemporaine. Vraiment, hein? Ah oui? Les recherches sur la flexibilité cognitive montrent que cette capacité à s'adapter et à faire preuve de fluidité mentale, c'est l'un des facteurs les plus déterminants pour réduire l'anxiété et augmenter la résilience. Donc la science valide Lao Tse. Totalement. Les esprits qui adoptent la nature de l'eau ne se brisent pas sous la pression. Ils plient, ils épousent la forme de la situation et ils continuent d'avancer. À l'inverse, la rigidité cognitive, cette volonté d'être du feu et d'imposer sa forme au monde de manière inflexible. Ça mène à l'épuisement. Ça mène inévitablement à la rupture psychologique, oui. D'ailleurs, à ce propos, le texte contient une anecdote hyper amusante sur la façon dont cette fluidité s'exprimerait aujourd'hui. L'auteur imagine que si Lao Tse avait des réseaux sociaux, il publie certainement pas des routines de productivité à 5 heures du matin. J'imagine mal Lao Tse faire un thread sur sa morning routine. C'est ça, hein. Il publierait simplement « Soyez comme l'eau » une fois tous les 6 mois, puis se déconnecterait. C'est un détail qui prête à sourire, mais quand on met en parallèle ce rythme de 6 mois avec la moyenne actuelle qui consiste à rafraîchir un écran toutes les 6 minutes... Le vertige est réel. Mais carrément, ce besoin compulsif de rafraîchir l'écran, ça nous amène au cœur de ce qui alimente la matrice, la quête de validation et la construction de l'identité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on touche au noyau du problème. Dans le monde moderne, l'identité s'est transformée en une performance constante. Une vraie mise en scène. C'est exactement ça. L'ego est censé s'évaluer, quantifié par des métriques d'engagement, des nombres d'abonnés, des profils soigneusement édités. Il se perd une fusion dangereuse entre la valeur intrinsèque d'une personne et son image numérique ou ses performances professionnelles. On devient notre profil. Et la matrice se nourrit exclusivement de cet attachement identitaire. Elle a besoin que l'on croie que cette identité virtuelle est la réalité absolue. Parce que c'est cette croyance qui génère la peur de rater quelque chose, le fameux FOMO. Et par conséquent, l'engagement infini sur les plateformes. Et sur ce point, la citation de Lao Tse mentionnée dans la source offre une perspective radicale. Il dit « Quand je lâche prise sur ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être ». C'est puissant. Si l'on applique ça à notre époque, le message, c'est de se détacher de cette identité artificielle. La valeur d'un individu ne se résume ni à sa productivité, ni à son statut, ni à son image numérique. Mais du coup, si cette image n'a plus d'importance vitale, sur quoi se fonde la stabilité de l'individu? Et comment ça impacte son niveau de stress? Eh bien, la stabilité se fonde sur l'essence même de l'individu, complètement débarrassé de cet ego performatif. Le Tao, il agit comme un solvant sur l'illusion de l'identité numérique. En dissolvant cet attachement, la souffrance chute de manière vertigineuse. C'est logique. Si t'as plus rien à protéger... Exactement.
Si l'on ne s'identifie plus à son statut ou à son avatar social, alors les comparaisons, les critiques ou l'absence de validation externe ne provoquent plus de douleur aiguë. C'est une forme de liberté absolue. L'ego n'est plus une forteresse qu'il faut défendre en permanence. Le constat est super puissant, mais bon, la grande question reste l'application pratique. C'est bien beau de parler de détachement en théorie, mais comment on intègre ça dans un quotidien rythmé par des obligations réelles en 2026, sans pour autant devenir un ermite au fond d'une grotte? Il faut un plan d'action. Voilà. Et c'est là que le guide devient particulièrement utile, parce qu'il propose un Tao moderne, structuré en 5 étapes stratégiques. On va décortiquer ensemble ce plan d'action. La première étape recommandée, c'est l'instauration d'un rituel de calme quotidien. Si l'on relie cela à une perspective plus large, cette première étape est vraiment fondatrice. Il ne s'agit pas d'une retraite spirituelle de 3 mois, mais simplement de consacrer 10 à 20 minutes par jour à une déconnexion totale. Juste 10 minutes. Oui, mais sans téléphone, sans musique, sans aucun apport d'information. L'exercice consiste uniquement à observer sa propre respiration. L'objectif, il n'est pas mystique, il est profondément biologique. On en revient au système nerveux. Toujours. Ce rituel permet de désamorcer l'amygdale, qui est le centre de la peur et de la réactivité dans le cerveau. Ça restaure l'équilibre en activant le système nerveux parasympathique. Le principe est d'une simplicité enfantine. Un corps calme entraîne un esprit calme. C'est une vraie remise à zéro nécessaire avant même d'affronter le tumulte de la journée, quoi. Et une fois ce calme établi, le guide introduit la deuxième étape, l'entraînement à la non-réactivité. Dans un monde qui exige des réponses instantanées, cette étape propose la règle des 5 secondes. Ah, la règle des 5 secondes. C'est très concret. Avant de répondre à un courriel urgent, avant de réagir à un commentaire piquant sur les réseaux ou avant de céder à n'importe quelle provocation émotionnelle, on s'impose une pause stricte de 5 secondes. Il s'agit juste d'observer l'urgence physiologique qui nous pousse à réagir sans pour autant y céder immédiatement. Et l'importance de ces 5 secondes ne peut vraiment pas être sous-estimée. La majorité de la souffrance humaine contemporaine, particulièrement dans les interactions numériques, elle découle de réactions impulsives dictées par l'ego blessé. Ou par cette urgence artificielle dont on parlait. Tout à fait. Le Tao enseigne que l'action juste n'émerge qu'après l'apparition de la clarté. Ces 5 secondes de pause, c'est le temps nécessaire pour laisser la boue retomber au fond de l'eau. Ça permet de passer d'une réaction réflexe, souvent destructrice, à une réponse intentionnelle et alignée. Mais concrètement, même si on s'accorde ces 5 secondes de pause, le flot d'informations, il ne s'arrête pas pour autant. Le cerveau, il reste bombardé de données en permanence toute la journée. Comment l'esprit peut-il gérer ce volume colossal si on suit cette logique taoïste? Ça nous conduit naturellement à la troisième étape du plan, la sous-stimulation stratégique. Effectivement, la matrice prospère sur l'apport constant de nouvelles données. Ça maintient le cerveau dans un état de traitement perpétuel. Et clairement, on n'a pas évolué pour ça. La solution taoïste moderne, c'est donc de programmer activement et consciemment des plages de vide. Il faut planifier l'ennui, en fait. C'est un peu ça. Il s'agit d'intégrer des blocs de silence pur dans son emploi du temps, de faire des marches totalement déconnectées et de réapprendre à se concentrer sur une seule tâche à la fois. Le guide propose une métaphore très parlante d'ailleurs. Vas-y. L'eau agitée déforme tout ce qu'elle reflète, tandis que seule l'eau parfaitement calme peut refléter fidèlement la réalité. C'est très visuel. En limitant drastiquement les stimuli, on permet à l'eau de l'esprit de redevenir lisse pour voir le monde tel qu'il est réellement, sans la distorsion causée par la surcharge d'informations. L'image de l'eau qui reflète la réalité est super juste. Et elle s'articule parfaitement avec la quatrième étape, qui est peut-être la plus subversive face à notre culture actuelle. C'est la soustraction plutôt que l'addition. C'est un point majeur. Le message constant de la société moderne, c'est qu'il faut toujours en faire plus. Il faut acquérir de nouvelles compétences, acheter les derniers outils de productivité, multiplier les expériences et littéralement empiler les objectifs de développement personnel. Et le Tao propose l'exact inverse. Faire moins. C'est un changement de paradigme radical. Le concept de soustraction invite à retirer tout ce qui n'est pas essentiel. Il s'agit de simplifier ses engagements professionnels et personnels, de réduire le bruit numérique en éliminant les sources d'informations redondantes et surtout de simplifier ses propres désirs. C'est un sacré défi. L'équation présentée par la source est d'une clarté redoutable. Moins de désirs équivaut à moins de perturbations. La culture moderne tente de résoudre le problème du stress en ajoutant des techniques de gestion du temps. Des applications de productivité, des plannings. Alors que la sagesse antique le résout simplement en soustrayant ce qui cause le manque de temps à la base. C'est brillant.
Et ces 2 manches de soustraction préparent merveilleusement le terrain pour la 5e et dernière étape, le service plutôt que l'ego. Après avoir calmé le système nerveux, ménagé des espaces de vide et simplifié son quotidien, l'attention se déplace naturellement. Vers l'extérieur. Oui, on passe d'une préoccupation anxieuse centrée sur soi, du genre «de quoi ai-je l'air?» ou «comment mes performances sont-elles perçues?» à une question beaucoup plus constructive «comment puis-je aider?» Et cette dernière étape, c'est vraiment la clé de voûte de tout le processus. La dissolution de l'obsession de soi est reconnue en psychologie clinique comme l'un des remèdes les plus efficaces contre l'anxiété. Quand l'énergie cognitive n'est plus monopolisée par la protection de l'image de soi ou la promotion de l'ego, une quantité immense de ressources mentales se libère. On respire, enfin. Exactement. Et ce qui est remarquable avec ces 5 étapes, c'est leur parfaite concordance avec les thérapies contemporaines. Elles s'alignent avec la thérapie d'acceptation et d'engagement, la fameuse thérapie ACT, qui prône l'acceptation de la réalité. Elles s'alignent aussi avec la réduction du stress basée sur la pleine conscience et avec la psychologie du minimalisme. Ce n'est donc pas qu'une vague spiritualité abstraite. Pas du tout. C'est de la mécanique humaine pure, validée par la science. On assiste bien à une convergence totale entre l'intuition philosophique d'il y a plusieurs millénaires et les découvertes neuroscientifiques actuelles. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si l'on rassemble toutes les pièces de cette analyse, quel est le cœur du message pour appréhender le monde d'aujourd'hui? Le grand bilan. Ce qu'il faut retenir, c'est que la matrice n'est pas le monde physique, ni l'infrastructure d'Internet. La matrice, c'est l'état de vivre de manière inconsciente, en pilote automatique, sous la dictature des stimulations externes et de l'ego. C'est l'aliénation de l'attention. Si Lao Tse évoluait parmi nous en 2026, il ne chercherait pas à détruire le système. Il choisirait d'y rester, mais d'y être présent sans le moindre attachement. Il incarnerait le calme au milieu du chaos, d'une grande douceur en apparence, mais doté d'une force intérieure inébranlable. Pendant que tout s'accélère autour de lui, il choisirait consciemment de ralentir. Cela soulève une question essentielle pour clôturer cette réflexion, une idée qui émerge directement de cette opposition entre vitesse et lenteur. Si l'on admet que les algorithmes et les appareils sont spécifiquement conçus pour pirater notre système nerveux et nous maintenir dans un état d'anticipation perpétuelle, Ce qui est le cas. alors la véritable rébellion au XXIe siècle ne consiste pas à jeter nos technologies par la fenêtre ou à s'isoler géographiquement. Peut-être que la rébellion ultime, la subversion la plus totale face au système d'économie de l'attention, c'est de retrouver la capacité d'être profondément, intentionnellement ennuyé. Être ennuyé comme un acte de rébellion. Oui. Que devient un algorithme? Que devient toute cette ingénierie complexe lorsque l'esprit humain ne peut tout simplement plus être acheté par la peur de manquer quelque chose? La capacité à tolérer le vide devient, dans ce contexte, un véritable super-pouvoir. C'est une pensée vertigineuse. Si l'algorithme se nourrit de notre peur du vide, alors cultiver ce vide, c'est l'acte d'indépendance le plus fort qu'on puisse imaginer. L'idée ici, c'est qu'il est possible pour quiconque écoute de faire un choix chaque jour. Le choix d'être l'eau dans un monde qui hurle pour que tout soit du feu. Le calme n'est pas une faiblesse. Jamais. Le calme n'est jamais une faiblesse. C'est au contraire la forme la plus élevée de la maîtrise de soi. C'est en cultivant cette fluidité et ce non-attachement qu'on parvient véritablement à quitter la matrice sans jamais avoir besoin d'en partir physiquement. On va laisser le soin à chacun de laisser ses idées décanter, d'expérimenter ces moments de silence et d'observer comment la fluidité peut transformer le chaos quotidien. Il est grand temps de ralentir, de respirer et d'accepter de couler avec le courant.